Saint-Étienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? On ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable, ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Étienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Forésiennes, Forésiens, bienvenue à toutes et à tous dans ce déjà 7e numéro du Forêt Academy Podcast, ou FAP en abrégé, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. C'est moi, Gruger Rocher, qui prend la main cette semaine. Je vais tenter de faire aussi bien que mes doux camarades qui ont su faire leurs preuves en tant que présentateur du FAP. Lors du précédent épisode, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'ami Paul Révolier, journaliste sur le site Envers et contre tous, Évecte pour les intimes, mais aussi intervenant sur la radio France Bleu Saint-Étienne-Loire pour l'émission 100% Vert. Paul a un œil privilégié sur les équipes de jeunes à Saint-Étienne, et avec lui, nous avons pu creuser le sujet de la mine verte. Vraiment, si vous avez loupé le numéro 6 du FAP, notez-le quelque part, c'était une discussion passionnante. Cette semaine, on reprend avec une formule plus habituelle, en cela que nous n'avons pas d'invité, mais je ne suis pas seul, et même bien entouré, puisque j'ai avec moi la fine équipe de la Forêt Academy, en commençant par le collectionneur numéro 1 en France de gifs de José Mourinho, j'ai nommé Roland Grandmerdier. Salut à tous. Roland, une chose qui symbolise les dernières semaines de la SSE pour toi? Moi j'ai envie de dire un test antigénique. En fait c'est assez désagréable à faire, mais on ne sait toujours pas si on est malade en fait. C'est assez représentatif de la situation du club, ouais. Avec Roland, nous sommes flanqués de la dernière victime collatérale d'une performance anale des Verts, une superbe défaite 4-0 contre Monaco. J'ai nommé le convalescent Robert Binouzaret. Guten Tag, tout le monde. Et toi, Robert, si tu avais un mot pour choisir, pour qualifier du coup les derniers matchs de Saint-Étienne? J'ai envie de dire indifférence. Et ça me renvoie au papier qu'a sorti justement Évecte il y a quelques jours sur le désintérêt des supporters et qui était assez intéressant justement. On pourra peut-être en parler plus tard, mais donc voilà, indifférence, je dirais. Ok, ça a le mérite d'annoncer la couleur de ce podcast et Voilà. C'est pas forcément du vert, malheureusement. Et si tu me permets, la petite dédicace, le Guten Tag était pour mes amis qui nous écoutent sans doute, Adrien et Olivier, mes amis allemands, que je salue. Et c'est passé. Et sans plus tarder maintenant, au programme de cette semaine, nous avons en première mi-temps, comme à chaque épisode, l'actu du club. Puis en seconde période, nous allons parler du thème central de l'émission, la course au maintien. Eh bien, allons-y. Le 7e numéro du FAP, 42 minutes de plaisir sur les Verts. C'est parti. Vous connaissez tous l'histoire du serpent qui se mord la queue, mais avez-vous entendu parler des vers qui seront jumelles? C'est en fait la nouvelle histoire, pas drôle, des Stéphanois. Car dans l'esprit de tous, la définition du mot vert, V-E-R-T, est la suivante, se dit d'un joueur de l'AS Saint-Étienne qui fait honneur à son maillot. Malheureusement, cette année encore, les premiers pas sont déplorables. Un souvenir. Et voilà un jingle qui nous renvoie au fait qu'on n'est pas toujours en forme, que malheureusement il y a des cycles. Et après des cycles un peu vertueux du côté de Saint-Étienne, on a un peu plus de difficultés en ce moment. Et niveau actualité, on peut déjà commencer par évoquer les derniers matchs de Saint-Étienne avec Angers puis Monaco. Comme je l'ai rappelé en intro, Robert a couvert ce dernier match et malgré ça, tu es en assez bonne condition physique pour le FAP. T'en dis quoi de ces prestations stéphanoises, mon Binouzaret? Eh bien écoute, alors le match à Angers, bonne surprise, avec cette victoire 1-0 sur presque un exploit individuel de Cazerie, cette frappe de loin. Donc c'était des points, je pense qu'on était, enfin moi en tout cas je pensais pas qu'on gagnerait à Angers et on l'a fait, donc on a pris les points. Et puis Monaco, franchement rien à dire, une classe d'écart entre les deux équipes, pas du tout le même niveau, pas du tout le même niveau d'envie. C'est ce que je mettais dans l'académie, c'est-à-dire que quand il y a un tel écart technique, il faut savoir compenser avec de l'envie, un petit peu comme sur un match de coupe, avec de la densité physique, de l'envie. Et on a été strictement incapable de le faire. Je pense qu'il y a eu un coup tactique totalement raté de Puel et il s'est réorganisé beaucoup trop tard.
Donc voilà, pas grand-chose de plus. Il faut vite rebondir parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais le maintien est encore loin d'être assuré. Et toi, Roland? Oui, d'ailleurs, je tiens juste à rappeler que j'avais pronostiqué le bon score contre Angers, donc j'avais prévu cette victoire. Allez. Voilà, donc, je n'étais pas surpris que les Verts gagnent 1-0. Non, juste pour être sérieux 2 secondes, c'était important de gagner contre Angers. Hein. Ça reste un club qui navigue un peu dans les mêmes eaux que nous. Comme on en parlait la dernière fois avec Paul, en fait, c'est un club qui a marqué quasiment autant de buts que nous, qui en prenait autant, mais qui avait 9 points de plus. Donc au final, ils ont été beaucoup plus efficaces, on va dire comptablement parlant. Donc la victoire était très importante. Je me suis pas enflammé du tout après, même si j'ai apprécié le fait que les Verts ramènent les 3 points. C'était une victoire laborieuse, mais Angers n'a rien proposé en face et les Verts ont juste été plus réalistes pour une fois, donc c'était bien. J'ai pas vu le match de Monaco, j'ai juste vu le résumé, j'ai lu la quête de Robert bien évidemment. Ça m'avait l'air d'être une sacrée performance, mais anale, on va dire. C'était une boucherie. Ouais, voilà. Enfin, j'ai déjà juste en suivant le match de loin sur les alertes que j'avais, penalty raté, machin, occasion de Jovetic, poteau, blablabla, j'ai dit ouais, ça part mal. Et puis au final, quand il y a eu 4-0, j'ai fait bon bah ouais, en fait, ça annonçait direct la couleur. Donc non, je pense que Robert l'a très bien résumé dans son académie. C'est ça, il y avait 4 classes d'écart, 4 buts d'écart à la fin, c'était logique. Donc voilà. Après, bah il reste des échéances importantes, notamment la prochaine face à Nîmes, mais on va en reparler dans quelques instants, et cette course au maintien qui est loin d'être finie. Il y a quelque chose qu'on a vu aussi, c'était contre Angers, le retour d'une défense un peu plus efficace et d'un double pivot avec un numéro 10 devant. Alors moi, la défense plus efficace contre Angers, je pense qu'en fait c'était plus Angers qui était nul en attaque. C'était Johnny, c'était parce que c'était Johnny devant. C'était vraiment une catastrophe, ils n'ont pas eu une seule occasion, ils n'ont jamais été dangereux. En fait, ils se sont frisés, quoi. Ils ont jamais été mis en danger. Et après, bah, il y a eu Monaco, et là, il y avait des attaquants en face, ça jouait bien, et on a vu la différence. C'est ce que j'expliquais dans la 4, c'est-à-dire que je pense que Angers, c'était une équipe physique, il y avait beaucoup de duels aériens, beaucoup de densité physique, donc quand on a des joueurs comme Cissé, Sceaux, je pense que ça leur va bien, et comme tu dis, Roland, ils se sont un petit peu frisés. Par contre, quand tu tombes contre une équipe de Monaco qui enchaîne une touche de balle dans la surface, ça joue au sol, voilà. Là, on avait des joueurs qui étaient complètement dépassés sur ce type de match, quoi. Ouais, il y a une classe d'écart. Hein. Kovac fait du bon boulot à Monaco. Ouais, puis bon, il a le matériel pour aussi après. Hein. Ouais, voilà. C'est vrai. Et on va parler d'un autre aspect aussi de la vie d'un club, c'est l'effervescence médiatique qui l'englobe. Et avec Saint-Étienne, on est généralement servi. Et on a par exemple des chroniques tenues à droite à gauche par d'anciens Verts. Tu as pu échanger un tweet ou deux avec l'un d'entre eux d'ailleurs, Roland. Ouais, bon, après c'était un petit échange, une petite passe d'armes très rapide sur Twitter, parce qu'en fait j'avais lu le potin de Poteau Carré d'ailleurs, qui reprenait en partie l'extrait de la chronique de Guillou, dans laquelle je trouvais qu'il se montrait un petit peu injuste vis-à-vis de Claude Puel, et qu'en fait il réglait un petit peu ses comptes avec lui sans que ce soit forcément justifié, que il parlait plus du tout du match et qu'il était juste en train de mettre une cartouche à quelqu'un qui ne semble pas spécialement apprécié. Après, on a tous nos têtes, hein, c'est pas ça le sujet, mais donc en fait, on a eu un petit échange avec Patrick Guillou sur cette chronique-là. Et moi, ce que je reproche justement à ces chroniques-là, c'est qu'en fait, on parle plus vraiment du match et qu'on est plus dans des règlements de compte, qu'on essaye de faire passer des messages à quelqu'un, et où on sert de relais à certaines personnes peut-être, et que je trouve ça dommageable. Après, malheureusement, c'est le cas de tous les clubs. Il ne faut pas croire que la SSE est un club à part à ce niveau-là. Je pense qu'on peut sortir les mêmes histoires sur des clubs aussi médiatiques que le PSG, l'OM ou même Lyon, avec des gens qui règlent leurs comptes via les journaux ou via les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc moi je trouve que c'est pas forcément ce dont on a besoin en ce moment, sans dire qu'il faut faire une union sacrée autour de Claude Puel. On a le droit de le critiquer, mais si on le critique, qu'on l'attaque sur le football,
et pas sur des prétendus, je sais pas, façon de faire ou façon de penser, et puis sur l'homme aussi, voilà, tout simplement. Ton regard à toi, Robert? Bah, complètement d'accord avec Roland. Moi, effectivement, ce qui me gêne le plus dans ces chroniques-là, enfin, ce que par exemple, donc, les chroniques avant sur le progrès, elles étaient faites par le Sphinx. Pour le coup, lui, il avait une vraie légitimité à juger aussi, je trouve, voilà, l'actualité du club et en tout cas le niveau de jeu de l'équipe, voilà, avec tout ce qu'il a gagné. Guillaume, c'est sûr que c'est pas sa carrière déjà de joueur et encore moins d'entraîneur et d'entraîneur adjoint. Je pense qu'ils peuvent lui permettre d'avoir une légitimité sur le sujet. Après, la parole, elle est à tout le monde. Il fait ses chroniques, tant mieux. Mais je suis d'accord avec toi. Régler ses comptes comme ça avec Puel, on sent qu'ils ont un différent. Mais après, là où je suis plutôt, je crois savoir que Puel, c'est vraiment le genre de choses qui ne l'atteint vraiment pas du tout. Donc, qu'il continue de faire ses chroniques et puis voilà quoi. Ça, tant que ça n'atteint pas, j'espère en tout cas le club, c'est l'essentiel. Après, je veux juste revenir sur le fait que moi, je juge pas du tout la légitimité de Patrick Guillou par rapport à ça. Que ce soit Patrick Guillou, que ce soit Robert Herbin, ou que ce soit, je sais pas, Jean Castaneda, ou même Adrien Ponsard, qui avait des chroniques dans But et qui à un moment se farcissait aussi les entraîneurs et les dirigeants ou autres. En fait, c'est pas la carrière de la personne qui parle que je veux juger, c'est vraiment la pertinence du propos. Et pour moi, sur cette chronique-là, je lis pas toutes les chroniques de Patrick Guillou, encore une fois, mais sur cette chronique-là, c'était hors de propos. Et à ce moment-là, bah, c'est aussi bien de leur dire. Enfin, il faut aussi que ces personnes-là comprennent qu'on est dans une situation, le club est dans une situation qui n'est pas forcément très agréable, et que ce genre de chroniques et d'attaques gratuites ne font pas avancer le club, et surtout ne l'aident pas à se sortir de la situation dans laquelle il est. Alors après, ils peuvent se réclamer du club, se dire qu'ils sont supporters, qu'ils ont l'amour du maillot, etc. Et ben dans ces cas-là, qui revoient un petit peu leur jugement sur certaines personnes, et qui mettent un peu d'eau dans leur vin, et qui fassent des chroniques, on va dire, plus objectives par rapport juste aux performances sportives du club, et pas attaquer les hommes. Je vais rebondir là-dessus, parce que autre actu, il y a le livre de Bernard Lyons, alias Bailey. Je dis alias, c'est parce que bon, la déontologie ne semble pas étouffer ce journaliste qui mélange l'investigation aux anecdotes, et bon, il les assemble sous une forme romanesque. Le mec est supposé faire du journalisme quand même, pas de la fiction. Et ouais, on était tout à fait dans ce genre de travaux qui déstabilisent plus qu'autre chose, qui torpille un club parfois, parce qu'à chaque fois, il nous sort des choses dans des situations un peu délicates ou charnières, et pourtant, il se réclame supporter de Saint-Étienne. T'en as pensé quoi, toi, d'ailleurs, du livre, Robert? Alors moi, je l'ai eu. Là où je te rejoins, c'est sûr que c'est compliqué Enfin, j'ai quand même appris des choses, il faut être honnête, sur les coulisses du club. Il y a plein de choses, plein d'histoires, de légendes urbaines sur le club, tout ça. Et c'était intéressant de voir quel était le point de vue du journaliste. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, pour le coup, il a prêté dans son livre des parties en fait où c'est un dialogue entre deux personnes, mais en fait, il n'était pas là à ce moment-là. Donc, du coup, c'est vrai que ça rentre un petit peu dans le côté roman, donc c'est un peu suspicieux de reporter des passages alors qu'on n'était même pas présent. J'ai quand même appris des choses. Après, c'est sûr que ce livre-là, il déstabilise forcément le club, puisque c'est des choses qui se passent en interne qui sortent au grand public. Donc ça déstabilise le club. Et je reviens sur ce que tu disais sur aussi tout à l'heure, Roland, sur le côté, voilà, toutes ces paroles de chroniques, ce genre de choses qui peuvent déstabiliser. C'est vrai que Lyons, par exemple, lui, c'est le spécialiste pour sortir les veilles de match, des articles, même quand on pourrait avoir gagné 5-0, avoir fait un super match et être premier du championnat, il trouvera toujours le moyen de glisser dans son article le petit hic, la petite phrase polémique, tout ça, c'est le spécialiste. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Régis Gürtner, le gardien de Amiens, qui a pris la parole en conférence de presse cette semaine pour dénoncer du côté d'Amiens, justement, aussi ces pratiques-là. Alors, ok, les journalistes, ils font un super travail, très bien. Mais c'est vrai que cette tendance permanente à vouloir chercher la petite bête,
ok, quand tout va bien, il y a peut-être des choses qui se passent qui sont pas bonnes derrière, et il faut le dire. Mais franchement, des fois, on a l'impression que c'est vraiment fait exprès et que c'est fait pour déstabiliser le club. Et je crois qu'aujourd'hui, si je trahis pas un secret que de dire que les relations, depuis que Puel est arrivé, entre Puel et Lyon sont très compliquées. Et je pense que lui, Claude Puel, c'est quelqu'un qui n'a pas envie que le club soit parasité par justement ce type de polémique et des sujets qui peuvent sortir dans la presse comme ça, notamment les veilles de match. Voilà. Ouais, bah, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis aussi, du coup, Robert, là, parce que, en fait, juste pour reprendre un peu ce que tu disais, Gruget, c'est que Lyons n'a jamais dit qu'il était supporter des Verts. C'est un suiveur, voilà, c'est un journaliste. Il a peut-être de l'affection pour les Verts, peut-être. Il y en a peut-être pas. En fait, on n'est pas là pour juger, puis au final, on s'en fout. Mais ce qu'on va lui demander de faire, c'est de faire son boulot de journaliste. Et c'est pour ça qu'il va se retrancher à chaque fois derrière ça. C'est-à-dire quand on va lui dire, mais attendez, pourquoi vous sortez ces infos, c'est du roman, et puis c'est peut-être vrai, mais c'est pas vrai, puis vous y étiez pas, et il va dire, bah oui, mais en fait, ces infos-là, elles existent, je les ai vérifiées. Le roman est un style de littérature. Voilà, j'ai écrit ça, comme un roman. Il faut le prendre tel quel, et voilà. Et en fait, on pourra jamais l'attaquer sur le fait de dire, bah oui, mais vous sortez une info encore pour foutre la merde et tout ça, et faire oui, mais cette info elle existe, et si c'est pas moi qui la sors, c'est un autre. Et puis en fait, je fais mon boulot de journaliste, c'est pour informer. Sauf que là où je veux juste nuancer un peu, c'est que par rapport à Bernard Lyons, c'est par rapport à beaucoup de journalistes à l'équipe aussi, hein, qui suivent les autres clubs, c'est qu'on a souvent l'impression qu'on n'a pas vraiment de sujet de fond. C'est-à-dire que c'est souvent des interviews où ils vont interviewer Fofana juste avant son départ à Leicester, où il va sortir l'histoire de la liste noire, où il y a la clim de Oscar Garcia qui marche pas, ou patati patata. Et au final, on n'a jamais un sujet sur ce qu'on a pu aborder, nous, par exemple, la dernière fois, avec la ligne verte. Enfin, est-ce que vous avez déjà vu un papier de Lyon sur ça? Enfin, je veux dire, il en a peut-être fait un, mais ça fait combien de temps qu'il suit les Verts? Enfin, il y a un moment, il faudrait aussi que le journal de l'équipe ne soit pas rempli que d'histoires putassières. Bah ouais, voilà, mais voilà. Donc à un moment, c'est aussi c'est peut-être la ligne éditoriale du journal qui veut que Bernard Lyons alimente ce journal avec des infos un petit peu choc, un petit peu qui font vendre du papier, parce que finalement, les gens vont plus s'acheter quand on va parler des histoires derrière la porte verte, comme il dit. Donc le bébé noir de Christophe Landrin qui n'est pas noir, et je sais pas quoi, et puis des petites discussions entre Romeyer, Cayazo et Ventier à propos du contractuel, que des sujets sur lesquels en fait on parle de foot et puis on parle du club qui va bien. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Et Bernard Lyons se défendra toujours de ça en disant moi je fais mon boulot de journaliste. Voilà. Ouais, je pense que tu. On peut aimer, on peut pas aimer, mais c'est sa ligne de conduite depuis le début et il n'en démordra pas. Et après, voilà, on pourra jamais lui donner tort sur ça. Non, c'est vrai. Mais pour ce qui est du fond, c'est vrai que tu soulèves un vrai truc. Personnellement, j'encourage pas l'achat du bouquin, hein, clairement. On en parle là car ça fait partie de l'actu du club, qui a officiellement réagi d'ailleurs à l'apparition du livre. Mais oui, j'approuve pas du tout la façon de faire de Bernard Lyons depuis pas mal d'années. Autre actu à laquelle on a eu droit, c'est le projet un peu rocambolesque de X3 France, le projet de reprise porté par messieurs Jacques Pauly et Laurent Rousset. Tu portes quel regard sur la conférence de presse organisée par Séphara Mélin, toi, mon Rollin? Alors, je m'étais dit que j'essaierais de la regarder, et puis après, j'ai vu 30 secondes de Laurent Rousset en train de parler au micro dans un espèce de salon. J'avais l'impression d'être en 1800 en fait. C'était très bizarre. Et puis j'ai dit non, j'ai même pas envie d'écouter ça. Il racontait n'importe quoi. Sur les 30 secondes que j'ai écouté, c'était encore du grand art en termes je sais pas, d'enfumage, et puis de raconter tout et n'importe quoi et de sortir des chiffres qui sont invérifiables. Apparemment, il y aurait 400 000 euros qui auraient été déposés au Crédit Agricole de Saïsou Cousin ou je sais pas où là, et qui ont disparu. Donc les mecs, je sais pas. Enfin,
Moi, je pense que ça reste encore une belle escroquerie, que les mecs, il y avait une interview dans le Progrès d'un président d'un club de basket, j'ai malheureusement mangé son nom, mais qui apparemment s'était fait escroquer aussi par Jacques Poli, qui lui avait promis monts et merveilles pour sauver le club et qui au final lui avait rien donné et le club avait coulé. Donc voilà, je pense qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas fiable du tout. Il faut arrêter de donner de l'importance à ces gens-là. On le sait. Il faut arrêter d'en parler. Et s'ils veulent organiser des conférences de presse, très bien, mais faut pas dépêcher des journalistes du Progrès ou autres pour malheureusement leur donner une surface médiatique qu'ils ne méritent pas. J'ai mangé le nom du club et puis du gérant de club club Ouais, de mais je vais basket. essayer de retrouver ça. Ouais. Mais c'était un club du coin, je crois. Donc, je vais essayer de retrouver. Ouais, je te dis ça. En tout cas, l'histoire, moi, je m'en souviens un petit peu. C'était un gars qui disait que le club était sur la pente ascendante, qu'ils avaient du coup cherché à la fin des années 80, début 90, de nouvelles sources pour des fonds. Et Poli était arrivé, avait promis un apport financier, et puis ils n'en ont jamais vu la couleur. Et à la suite de ça, le club il a coulé, à la fois financièrement et sportivement. C'était le bac Mirande dans le Gers. Et c'était Georges Pérez, apparemment, qui en parlait. Donc voilà, c'est quelque chose de. Voilà, il n'en est pas à son coup d'essai. Il faut juste arrêter. Il faut qu'on accepte de donner aussi, de l'importance à ce genre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il faut qu'on accepte aussi et Puel l'a très bien dit, que Saint-Étienne est un club historique et que ça génère des spéculations, des fantasmes. J'ai même envie de dire tant mieux s'il y a des projets de reprise, parce que ça veut dire que le club intéresse toujours. Marseille, ils ont des projets de reprise tous les 3 mois. Voilà, donc c'est des clubs historiques qui, comme ça, génèrent de l'intérêt. J'ai envie de dire tant mieux, au moins on évite de retomber dans l'indifférence. Donc voilà, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut pas en tenir plus rigueur que ça, tant qu'en tout cas le projet n'est pas fiable et qu'il ne nous présente pas quelque chose de fiable, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. De toute façon, ce qu'on espère, je pense, on est pas mal nombreux à penser à ça, c'est avoir des projets de reprise qui soient solides en fait, soient sérieux. La bonne nouvelle, c'est que Cayazo est dans le golf, visiblement, donc il a bien s'occuper. Donc écoutez, j'espère qu'il n'est pas au golf de Saint-Étienne, ouais, parce que c'est pas là-bas qu'il a trouvé des investisseurs. Mais bon, après, moi, j'ai pas une énorme confiance en Cayazo pour trouver des investisseurs aux Émirats ou je sais pas où. Mais non, je suis pas sûr qu'il fasse que ça au golf, justement. Non, ouais, il est en vacances, voilà. Ouais. Autre actualité, on a aussi Jean-François Soucas qui a été élu avec 85% des voix à la haute autorité du football. Ça t'inspire quoi, toi, Robert ? Ça m'inspire que. Alors, je suis pas peu partagé sur le sujet parce que déjà, la haute autorité du football, concrètement, j'ai pas pris le temps de me renseigner sur quel était le contenu. C'est toujours bien d'avoir des représentants d'un club, je trouve, dans les instances nationales pour porter la parole, ne serait-ce que du club, mais au moins du football. Après, il vient de prendre son poste. Je pense qu'il a d'autres priorités là en tant que directeur général que ce projet-là. C'est vrai que je pense qu'il doit être en interne, il y a beaucoup de choses à gérer, donc j'ai envie de dire qu'il se concentre déjà sur les sujets internes à l'AS Saint-Étienne. Toi, ton regard, Roland ? Un peu comme Robert, je sais pas à quoi ça sert, donc au final c'est bien, tant mieux pour lui, ça lui fera une ligne sur le CV, mais je sais pas à quoi ça va nous servir et je sais pas à quoi ça sert même dans le football, voilà. C'est une chambre qui est en fait liée à la FFF, mais bon, malheureusement, avec l'omnipotent Gargamel de Graët, je vois pas ce que peuvent avoir ce genre comme rôle, comme pouvoir décisionnel, ce genre d'instance. Maintenant, c'est toujours bien effectivement d'avoir quelqu'un là-bas. Le syndicat Première Ligue de Cayazo, ça c'est des trucs toujours. C'est comme le syndicat Première Ligue de Cayazo, ça c'est toujours des trucs très. C'est des machins qui consomment des budgets, qui se font des petites réunions, voilà. Bon, après, j'en sais rien. Donc je vais pas en parler, je sais pas à quoi ça sert. Félicitations à Jean-François Soucas, mais comme le dit Robert, c'est pas sur ces sujets-là qu'on l'attend pour l'instant. Donc voilà. Et de toute façon, je pensais pas tirer grand-chose de cette info, mais ça montre bien qu'effectivement, on a d'autres chats à fouetter quelque part au club.
D'ailleurs, en parlant de problématiques assez immédiates, on a la trêve internationale donc, et le club a libéré. La question était de libérer des internationaux. On a par exemple Bouanga qui a été autorisé à quitter le continent. Ça représente un risque sanitaire par rapport au Covid, évidemment. T'en penses quoi, toi, Roland? Bah oui, il y a un risque sanitaire. De toute façon, je crois que la SS avait dit qu'ils étaient contre libérer les joueurs si les joueurs ne prenaient pas, on leur affrétait pas un avion privé pour qu'ils puissent se déplacer. Moi, je pense que ça se comprend. Après, on peut comprendre aussi les sélections qui ont besoin de leurs internationaux pour disputer des matchs qui ne sont pas sans importance pour eux. On peut Je pas crois non que plus. la question, c'était surtout l'isolement en retour, la durée de l'isolement en retour. Ouais, avec le protocole. Ouais, il y avait ça aussi, mais voilà, c'est l'éternel débat entre le football de club et le football de sélection. Donc là, il y a bien sûr cette histoire de Covid, mais en gros, est-ce que si la SSE avait été dans une position un petit peu plus confortable au classement, est-ce qu'elle n'aurait pas accepté de libérer ses internationaux sans forcément faire autant de manières? Je ne sais pas. Mais voilà, donc je pense que voilà, si Denis Bouanga a envie doit jouer avec le Gabon, qu'il aille jouer. Il n'est pas dans la forme de sa vie avec l'AS Saint-Etienne. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée pour lui de encore. Peut-être que ça va lui changer les idées, mais je pense que ça va surtout lui occasionner encore plus de fatigue que. Il apprendra peut-être à faire des contrôles. Écoute, on sait pas, on verra. Peut-être qu'il va revoir un petit peu, on va lui faire la révision des 5000 là-bas et on va lui réajuster un peu les chaussures. Ouais, je sais pas. Mais bon, voilà, moi sur ce sujet-là, je comprends la position des sélections, je comprends la position de la SSE et voilà. C'est difficile pour moi. Si Denis Bouanga doit partir, qu'il y aille et puis on fera sans lui. On va enchaîner rapidement parce qu'on a un petit peu traîné au niveau actu. Une dernière quand même, c'est la baisse des salaires dans l'effectif. Il a été demandé aux joueurs, au staff des clubs de Ligue 1 de faire un geste ou de convenir d'arrangements afin d'assurer la pérennité des clubs. On a pu entendre Claude Puel en conférence de presse qui disait que c'était en discussion, qu'il ne souhaitait pas communiquer publiquement là-dessus et encore moins dire qui avait convenu de quoi. Le coach considère que ça fait partie de la vie d'un club, mais quelques infos ont semble-t-il fuité quand même. Tu peux nous en dire un peu plus, Robert? Ouais, alors c'est une information qui a été sortie par But Football Club il y a déjà quelques jours. 2 formules auraient été proposées aux joueurs et au staff. La première, c'était une baisse de 10% du salaire jusqu'à la fin de la saison. Une baisse fixe, vraiment de 10%. Et la deuxième option, c'était une baisse de 25% du salaire jusqu'à la fin de la saison, avec la promesse d'être remboursé durant l'été. Donc c'était une baisse immédiate avec remboursement. Donc l'objectif, est bien évidemment derrière tout ça, c'était de réduire le déficit du club, le déficit immédiat, parce qu'on sait que Saint-Etienne est confronté, on en a parlé dans des précédents épisodes, mais évidemment avec Mediapro, avec le Covid et l'arrêt des billetteries et des entrées au stade, forcément c'est des millions en moins pour le club. Donc l'objectif, c'est de limiter la masse salariale. Les joueurs en fin de contrat ne sont pas concernés par la baisse des salaires. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, peut-être vous l'aurez compris, je ne sais pas, en tout cas, je vais encore dire une fois que je trouve la décision de Puel plutôt bonne, donc on va croire que je suis un pro-Puel, mais je trouve ça intéressant de dire que c'est des choses qui regardent vraiment le club, qui regardent le club et les joueurs, et même au-delà de ça, les joueurs individuellement avec le club. Et que c'est vrai qu'il y a certains clubs qui se sont empressés de communiquer, je crois qu'il y a Angers par exemple, qui sont empressés de communiquer en disant oui, on a fait un accord, c'est formidable. Lens, voilà, c'est formidable. Aussi, ouais. Bon, franchement, il n'y a pas besoin de communiquer là-dessus, laissons-les gérer entre eux, et c'est tout aussi bien. En plus, c'est vrai qu'il y a du cas par cas, on parle de travailleurs quand même, il y en a qui ont des situations familiales parfois exceptionnelles. Voilà, c'est vrai que je suis pour laisser cela à leur discrétion et à le faire en toute discrétion aussi. Alors moi, je veux juste dire 2 choses. Alors déjà, je sais que Robert n'est pas du tout pro-Puel, il est pro-printemps. Et ensuite, moi, sur les 2 formules qu'on me propose, si je suis joueur, je prends la formule baisse de 25%, parce qu'en fait,
ils perdent rien, Clairement. du coup, si j'ai bien compris. À Donc part- après, je comprends que ça soit pour faire baisser la masse salariale, mais en fait, on comprend aussi que c'est une gestion un petit peu à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de passer la DNCG en fin de saison avec une masse salariale qui sera réduite, mais que cette masse salariale, en fait, elle ne sera pas du tout réduite si jamais on doit rembourser les joueurs derrière, quoi. Bon, après, je me doute que c'est compliqué en ce moment et que c'est une gestion ils font avec les moyens du bord. Mais voilà, moi, si j'étais joueur, je prendrais plutôt la deuxième solution. Bon, en tout cas, vous, on sait, monsieur Commerdier, que les formules que vous prenez, c'est les formules Big Mac généralement. C'est ça. C'est grande frite aussi. C'est le menu de grande faim. Bon, on va passer sur ces bons mots à la seconde mi-temps, si vous le voulez bien, messieurs, et avec la thématique du maintien. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous voulez filmer? Des trucs. Des trucs? Des choses. Ok, j'ai compris. Ben, dans ce cas, il vous faut un surcroît de matériel. De l'éclairage et un pied. Ainsi qu'un micro sur tige. Si les trucs vous concernent, il vaut mieux avoir une télécommande. Et si vous êtes plusieurs, un grand angle. Vous serez plusieurs? Ouais. Peut-être qu'il y aura des vieux. Des vieux. Un jingle pas très footballistique et plutôt rétrospective, qui fait écho à lorsqu'on s'organisait pour préparer les premiers épisodes du FAP, et on se préparait pas forcément à parler de maintien, hein. Les vieux en question dans le jingle, c'est ceux qui se souviennent quand on a pu voir les Verts jouer proprement et développer un beau jeu. Ça remonte un peu. Et pour les curieux, l'extrait vient de Bernie, un film excellent et un peu punk d'Albert Dupontel, un gars plutôt sympa à écouter. Pour ce qui est de la course au maintien, un maintien vaut mieux que tu descendras. On a pensé à d'autres noms pour cet épisode. Vous avez donc échappé à un maintien vaut mieux que deux Corona, en référence à la situation subie par la SSE pour les matchs contre Strasbourg et Lyon. On avait aussi maintien Perlimpinpin. Ah, j'aime bien celle-là. J'en étais sûr. Et le supporterisme à distance, dispositions et pratiques sportives en période de pandémie, recherche et débats actuels en sociologie du sport. C'est le prochain titre du livre de Bernard Lyons, je crois. Je pense. En tout cas, c'est un titre inspiré d'un véritable ouvrage de recherche sur le supporterisme en France. D'accord. Ravi. Je l'emprunterai à la bibliothèque. Bon, messieurs, nous y voilà. On va mettre nos bottes, sauter à pieds joints dans le sujet central de SPAF, c'est donc le maintien. Tout d'abord, on va jeter un œil au calendrier. On a d'abord Nîmes à l'extérieur, puis on accueillera Bordeaux. Ensuite, on se déplace à Paris, on accueille Brest, on se déplace à Montpellier, on accueille l'OM, on va chez Galtier à Lille, puis on finit en accueillant Dijon. Ça vous inspire quoi, en commençant par Roland? En fait, j'avais pas conscience qu'on jouait autant on va dire de gros, entre guillemets, PSG, OM, LOSC, hein, même si l'OM cartonne pas cette année, ça reste quand même une équipe qui nous réussit finalement assez peu ces dernières années. Et voilà, je vois que le dernier match, ça sera Dijon à domicile, donc j'espère qu'ils seront déjà condamnés et qu'ils vont pas trop nous embêter sur ce match-là. Et je remarque aussi le petit clin d'œil, Galtier chez eux, puisque en fait, il faut se rappeler que Galtier, pour sa première saison au LOSC, il était venu chez nous et je crois qu'ils s'étaient sauvés chez nous. Enfin, ils étaient sauvés juste avant en fait. Ils jouaient leur dernier match. Ouais, ils jouaient leur dernier match, un de leurs derniers matchs chez nous pour la fin de la saison. Et les résultats avaient fait qu'ils étaient sauvés juste avant de jouer le match contre Saint-Étienne. Mais c'est vrai qu'ils en avaient pris 5 quand même. Donc c'est un joli clin d'œil. J'espère qu'on pourra se dire aussi avant de jouer le match à Lille qu'on est sauvé. Et j'espère qu'on n'en prendra pas 5 parce que ça commence à bien faire de prendre des branlées là. Voilà, donc moi ça m'inspire. Je me dis que c'est pas évident et que il va falloir gagner dès le prochain match contre Nîmes parce que là on sent vraiment que c'est au-delà des 3 points, c'est peut-être un match qui peut avoir un aspect psychologique assez important. Et toi, la Binouse? Alors la Binouse, elle dit que, pendant très longtemps, on disait que le maintien, il fallait 42 points pour être sûr de se maintenir.
Je pense que cette année, le maintien, il sera peut-être aux alentours de 40 points. Donc, allez, on va dire avec une marge de sécurité, atteindre donc effectivement les 42. Donc, on a 33, il nous en manque donc 9. Si mes calculs sont bons. C'est ça, hein, ouais. 33 pour 42, oui. Donc voilà, normalement. Donc je suis pas mathématicien, je suis pas ingénieur. Alors du coup, pour moi donc ça fait 9 points à aller chercher et j'ai envie de dire on va aller les chercher à Nîmes, on va aller les chercher contre Brest et on va aller les chercher à Dijon. Voilà, emballer c'est peser. Bordeaux peut-être. Bon après si c'est du bonus, 9 minimum. Ouais, effectivement, va falloir montrer les crocs quoi. On va faire des petits pronostics sur le long terme. Madame Irma, on va sortir nos boules de cristal. Et non, ce n'est pas sale. On va pronostiquer le classement de Saint-Étienne en fin de saison. À 8 matchs de l'échéance, on est dans le football fiction, clairement, mais autant se divertir, vu la situation. On reviendra sur ces pronos à la fin de cette mi-temps, mais en attendant, tu pronostiques quoi, mon Robert ? Alors moi, j'ai envie de dire une bonne vieille 17e place. Au même niveau que la saison dernière lorsque le championnat s'est arrêté. Je ne nous vois pas descendre, même si évidemment on ne sait pas ce qui peut se passer. On est tous inquiets parce que voilà, il reste encore effectivement ces 8 matchs à jouer. J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience dans l'effectif. C'est un peu ce qui est reproché d'ailleurs par tous, c'est ce manque de prise de conscience du côté des joueurs sur la situation actuelle du club. Mais je pense qu'on va se maintenir et qu'on fera le même classement que l'année dernière, et du coup sans véritable progression, mais qu'on évitera et qu'on ne sera même pas barragiste, quoi. Je pense qu'il y a des équipes vraiment plus faibles que nous qui seront dans les 3 dernières. Okay. Et toi, mon Roland ? Ouais, moi je pense aussi, j'espère, encore une fois c'est une prévision qu'on va se maintenir. Je nous vois juste une place au-dessus du pronostic de Robert. Pour moi, Dijon sera dans la charrette. Ils sont vraiment très loin et puis ils sont sur des performances qui sont vraiment pathétiques. Je les vois pas relever la tête. Je vois pas Lorient non plus se maintenir parce que je pense qu'ils ont laissé passer un petit peu Ils ont été bien un moment et puis là en fait la tendance est en train de s'inverser et je pense que malheureusement pour eux, Nîmes est plus sur une dynamique positive. C'est pas bon pour nous, mais parce qu'on les affronte au prochain match, mais je pense que Nîmes pourrait leur passer devant. Et puis après, en fait, ça va se jouer. Donc Lorient-Dijon, pour moi, descendent. Et après, le barragiste, ça se jouera entre Nîmes, Nantes et peut-être Strasbourg, qui n'est pas non plus sur une grosse dynamique de victoire. Donc voilà. C'est compliqué pour eux, là. Je me dis que Saint-Étienne, j'espère qu'on pourra être au-dessus de ces équipes-là. Je nous vois finir aux alentours de la 16e place. Mais encore une fois, c'est difficile d'avoir des certitudes en ce moment, surtout vu le jeu qui est pratiqué. On peut passer d'un match où on peut se dire il y a quand même quelque chose à un autre match où on se dit en fait non, il n'y avait rien. Donc compliqué. Mais j'espère qu'on va se maintenir sans passer par la cage barrage. La même, j'ai mis 16e. Concrètement, je pense que si on fait les barrages, on se plante. Vu le niveau, généralement. Alors, c'est vrai que sur les récents barrages, généralement, ça a quand même toujours tourné en faveur de l'équipe de Ligue 1. Je me trompe peut-être, mais j'ai plutôt l'impression que ça s'est passé comme ça. Mais il y a quand même des très bonnes équipes en Ligue 2. Franchement, je préfère pas que ça arrive. Mais je vais rebondir là-dessus d'ailleurs parce qu'il y a un paramètre fort dans la lutte pour le maintien et ça concerne notamment le match de barrage, c'est la gestion de la pression, c'est l'endurance, la solidité mentale, c'est l'expérience quoi. Et on constate sans surprise qu'il y a un manque d'expérience dans l'équipe. Il y a peu de joueurs expérimentés, il y a des cadres défaillants, mais en plus il y a peu de joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de situation. Je sais pas ce que vous en pensez, Roland, tu penses pas que ça va nous porter préjudice ? C'est sûr que c'est un manque criant qu'on voit depuis le début de la saison. C'est que, au-delà de la jeunesse de l'effectif, c'est vraiment pour moi les cadres qui sont pas au niveau. On s'attendait à ce que des joueurs comme Kolo Djezak, Kazri, Boudbouz, Jesse Moulin montrent un petit peu l'exemple. Ils ont pas souvent été au niveau. Debuchy a été bon en début de saison. Il commence à sérieusement marquer le pas en ce moment. Donc c'est aussi un peu inquiétant.
Et puis autour d'eux, on a, j'ai pas parlé de Denis Bouanga qui peut aussi être considéré comme un cadre malgré tout, hein. Mais après, voilà, on a des jeunes joueurs qui les entourent, donc des Sceaux, des Gourna, des même Camara qui, même si ça peut commencer à le considérer comme un ancien, il n'a que 22 ans. Donc oui, le manque d'expérience peut clairement être un problème. Enfin, si on doit jouer un match au couteau contre une équipe de Ligue 2 avec des vieux briscards qui viendra pour monter et puis qui va nous faire aucun cadeau, ça peut être vraiment, vraiment compliqué. On l'a vu contre Sochaux en Coupe de France. Sochaux, qui était une équipe de Ligue 2 d'un échelon inférieur, ils nous ont posé quelques problèmes parce que justement, ils avaient peur de rien. Ils mettaient des coups et Saint-Etienne n'a pas su les punir quand ils en avaient l'occasion. Et au final, c'est Sochaux qui est passé. Et toi, mon Robert? Ce qui est symptomatique, je crois qu'il y a un article aussi qui a été fait par Évêque sur le sujet. C'est les récentes interviews après match d'Abi ou de Nordin qui semblaient un petit peu quand même déconnectés de la réalité, notamment après le match à Monaco, où on avait l'impression qu'ils voyaient pas trop, ils n'avaient pas l'air inquiets pour la situation du club. Et c'est un petit peu ces discours qui sont irritants parce qu'en fait, on a envie justement qu'il y ait une prise de conscience. Et d'ailleurs, j'ai vu passer un tweet qui annonçait, je crois, de Timothée Mémon de RMC, qui annonçait potentiellement une redescente des supporters du côté de l'Etra, justement dans cette course au maintien pour un peu remobiliser les joueurs parce que ça avait marché la dernière fois. Il s'en était suivi une plutôt bonne série après la défaite dans le derby. Et ouais, je crois qu'il faut vraiment une prise de conscience. Si on arrive déjà à avoir une prise de conscience de l'urgence de la situation et du fait que le maintien est loin d'être assuré, je pense qu'on aura déjà fait justement un grand pas vers le maintien rien qu'avec ça. C'est vrai qu'on a des joueurs indolents et bon, l'intervention des supporters avait été un petit électrochoc. J'espère que ça se passera bien encore. Un autre paramètre, c'est Puel lui-même n'a pas l'habitude de ce genre de situation. Il y a certaines de ses erreurs peut-être qui viennent de là. À son arrivée au club, il a très vite mis en place sa méthode, ou en tout cas il a fait en sorte de préparer le terrain parce qu'il fallait revoir l'organigramme, le fonctionnement du club, procéder à certains ajustements. Mais cette gestion a été difficile à digérer pour certains au club, notamment des joueurs cadres. Ça a aussi été un peu contrecarré par le départ de Fofana, sur lequel il comptait beaucoup et qui nous aurait sans doute apporté cette saison, à n'en pas douter. Roland, tu penses que Puel aurait pu anticiper une saison difficile, essayer d'avoir une gestion un peu moins carrée d'ailleurs? Oui, la gestion moins carrée, il y a aussi le cas Ruffier, même si ça avait démarré la saison précédente. Mais clairement, ce qui lui a fait mal à Puel, c'est le départ de Fofana. Je pense qu'il avait clairement prévu de bâtir sa défense autour de ce jeune joueur qu'on sait maintenant avec un potentiel qui n'était pas non plus usurpé, puisqu'on voit qu'il fait de très très bonnes performances à Leicester et qu'il était prêt pour aller jouer là-bas. Et rebâtir une défense à 3 jours de la fin du mercato, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont pris Red Sauce. Red Sauce qui a dû jouer l'équivalent de 4 matchs complets chez nous. Je suis pas sûr qu'il rejouera beaucoup d'ici la fin de saison. On sait même pas où il est. On le voit jamais dans le groupe. On n'en parle jamais dans les compositions. Enfin, voilà, Puel a dû faire avec beaucoup de paramètres, dont la départ de Fofana, les Covid, les indésirables comme Kazri Boudbouz. Non, mais il a vraiment dû faire face à beaucoup de paramètres. Je suis pas sûr que même en mettant Ancelotti à sa place, on fasse mieux. Hein. C'est pour moi, je veux bien que Puel et on va dire on peut lui reprocher des choses. Hein. On n'est pas là pour non plus l'exonérer de toutes ses responsabilités, mais franchement, la situation était quand même sacrément compliquée. Hein, et je pense que n'importe quel. Voilà, déjà. Et il a fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, on s'en rend compte, ils n'étaient pas faramineux. Voilà. Et toi, Robert, notamment sur le fait que Puel a fait avec les moyens du bord et il n'a pas forcément l'habitude de gérer des effectifs comme celui-ci. Alors du coup, c'était intéressant en préparant l'émission. J'ai essayé un petit peu de voir dans les expériences récentes de Puel, voir un petit peu qu'est-ce qu'il avait joué avec ses équipes. Alors j'ai pris à partir de Nice.
Donc Puel est resté 4 saisons à Nice. Il a terminé 4e en 2012-2013. Si mes souvenirs sont bons, il était plutôt sur une fin de cycle avec pas mal de départs. Et il a reconstruit derrière une équipe jeune. Et donc là, c'est là où la saison a été compliquée, puisqu'en 2013-2014, Nice a fini 17e avec 42 points. Donc ils ont effectivement joué le maintien. Donc Puel a quand même déjà connu des saisons compliquées, c'était le cas ici. Et ensuite en 2014-2015, là on a senti que visiblement le projet Puel, on a souvent parlé du projet Puel à Nice, il a commencé à prendre forme puisqu'il termine 11e. Et c'est l'année 2015-2016 où il qualifie Nice en Europa League à la 4e place, avec notamment la saison où Ben Arfa termine à 16 buts avant de partir au Paris Saint-Germain. Et donc ensuite, c'est Fabre qui a pris la suite pour la saison suivante. Et puis après, ces expériences anglaises sont différentes, puisqu'il fait une 8e place avec Southampton et une finale de Cup, et une 9e place avec Leicester. Et la saison suivante, il est remercié dès le mois d'octobre. Donc il n'a pas pu finir la saison. Donc on voit qu'il y a vraiment une saison à Nice où il a joué le maintien. C'est intéressant d'ailleurs parce que finalement, quand il arrive à Nice, il a une équipe en fin de cycle, il doit repartir sur quelque chose de nouveau et il se retrouve à jouer le maintien. Et derrière, il met en place les choses. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer à Saint-Étienne. On n'est pas encore dans la saison où on remonte au classement. Et ça fait aussi écho au début de l'ère Galtier, parce que quand Galtier arrive, Saint-Étienne enchaînait deux saisons à la 17e place. C'est ça, on s'en rappelle pas trop de ça. Ouais, on s'en rappelle pas assez, on le dit pas assez. Mais... Voilà. Et derrière, ils sont remontés, la saison après, c'était 10e. 10e, ouais, c'est ça. Ouais, 10e. Ça a été graduellement. Aussi. Donc... Max Alain, graduel. Il nous aura fait du bien cette année, je pense, même avec ses 30-50. C'est clair. C'est pas faux. On n'en parle pas assez, et on parle pas assez des prises de conscience des joueurs qu'on attend. Une descente en Ligue 2, ça impliquerait quoi pour le club Alors, si tu me permets, Gougy, je voudrais juste revenir sur un sujet qui concerne un petit peu la gestion Puel et aussi comprendre pourquoi cette saison-là, elle est compliquée. Roland parlait tout à l'heure des cadres. C'est vrai qu'il y a une défaillance des cadres, ça c'est indéniable. Les jeunes, je pense, sont à l'écoute, mais on leur demande peut-être un petit peu beaucoup. Et Puel a décelé quelques très bons potentiels dans l'équipe. On pense à Gourna, Camara qui confirme. Voilà, donc il a été chercher Neyou. Voilà, donc il installe quand même des jeunes joueurs. Mais il doit composer, je pense, avec des cadres qui sont hors sujet. Mais il faut aussi essayer de comprendre. Et là, pour le coup, je ne prends pas la défense de Puel, mais quand on vous dit vous êtes tous indésirables et je veux plus de vous, donc c'était le cas de Kazri ou de Bouze, c'est compliqué pour eux derrière. Certes, ils doivent rester professionnels et c'est pas normal qu'ils soient finalement pas à la hauteur cette saison, mais il y a quand même une explication derrière le fait que c'est compliqué quand on sait que votre entraîneur ne vous le voulait plus à une période, quoi. Donc il y a aussi cette dimension-là, et le problème c'est que du coup, je pense qu'il avait pour projet de recruter d'autres joueurs, sans doute des joueurs cadres ou des joueurs peut-être 25-30 ans qui seraient venus un petit peu compléter l'effectif, ramener une fraîcheur dans l'effectif avec des nouveaux joueurs. Et là, c'est là où il y a eu effectivement les problèmes de recrutement et l'enveloppe à zéro, et qu'on se retrouve avec des Red Sauce en prêt, le mec cramé, tout pété, et Modeste qui est complètement, qui a le dos en vrac, et franchement c'est juste une blague. Non mais franchement, on peut en parler de Modeste 2 minutes ou pas? C'est une blague, franchement. Ouais, mais après on fait avec les moyens du bord. Donc oui, s'il n'y avait pas eu l'histoire Mostafa Mohamed, Roland Romeyer à la télévision égyptienne et tout le bazar, on aurait peut-être eu un autre attaquant. Mais encore une fois, on fait avec les moyens du bord. Si on peut attirer que Modeste, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'attirer mieux, c'est tout. Il faut pas se leurrer. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'on attire des attaquants de classe internationale, mais le Kun Agüero, je crois qu'il avait encore un peu de contrat à City, il voulait pas lâcher. Donc non. Ouais, Söderlund, mais Söderlund, vous lui avez brisé son cœur, en fait. C'est ça. Il a lu tous vos messages méchants et vindicatif vis-à-vis de lui, et il s'est dit non, mais je peux pas revenir, mon cœur a été brisé. Mais il est allé en Turquie pour parler de la synthé à Mohamed. Et il a essayé, mais je crois qu'il n'a pas réussi. Non, mais bon, après, voilà, encore une fois, c'est un problème de moyens. Faut pas non plus
Non, mais j'essaie juste de Oui. comprendre aussi pourquoi les cadres pour certains, sont défaillants cette année. Voilà. Ouais, Sans après, dans leur défense, mais... t'es cadre, tu connais la situation du club, tu comprends que ton employeur, il te met un petit peu de côté parce que tu dois partir, parce que tu as des émoluments. Psychologiquement, tu as l'expérience pour te dire, OK, je gère cette situation-là, je me remobiliserai après. Enfin, normalement, oui. Quand même. Ouais. Du coup, quelques mots sur la Ligue 2 ? Ouais, bien sûr. Non, mais sur la Ligue 2, effectivement, ta question, qu'est-ce que ça impliquerait pour le club, c'est ça ? Ouais. Bah, c'est sûr qu'on en parlait en préparant ce FAP tous les trois. C'est vrai que ça serait catastrophique pour le club. On sait que c'est très compliqué de remonter. C'est pas parce que vous venez de descendre et que vous êtes un club historique comme Saint-Etienne. On l'a connu par le passé. Il nous a fallu plusieurs saisons à chaque fois pour remonter. Il ne faut pas oublier que derrière le club, derrière les professionnels, il y a aussi beaucoup de personnel administratif dans les services. Et que forcément, vous réduisez la voilure, donc ça veut aussi dire des départs, des licenciements. Donc c'est tout le club qui en pâtit, toute une ville aussi, parce que ça, à Saint-Etienne, le foot est très important. Ce serait catastrophique, surtout franchement au terme d'une saison aussi compliquée et particulière que celle-ci, où finalement les tribunes sont vides et que le public n'est même pas là et que spectateur, quoi. Il ne peut même pas être entre guillemets acteur d'un maintien sur un dernier match, sur quelque chose. Franchement, ce serait vraiment terrible. Et puis après, dans le projet de rachat de Romeo et Kayazo, forcément déjà que c'est compliqué de vendre un club, mais si vous vendez un club... Bon, après, il y a eu quelques rachats de clubs en Ligue 2 récement, donc c'est pas forcément un argument. Mais forcément, ils vendraient beaucoup moins cher que je pense que ce qu'ils en voudraient, quoi. Après, c'est vrai que ce serait une affaire pour un investisseur. Oui. Et tiens, d'ailleurs, Roland, ton avis sur un potentiel départ de Puel, est-ce que tu penses qu'il assumerait ou que ses émoluments ne permettraient pas qu'il reste ? Alors, au-delà des émoluments, je pense que c'est aussi l'envie de Claude Puel de rester en Ligue 2 ou pas. Enfin, après, Claude Puel, avec la carrière qu'il a, c'est quand même un entraîneur qui, je pense, a encore une certaine cote sur le marché. Et je suis pas sûr qu'il ait envie de rester en Ligue 2. Il n'est pas venu pour ça à la base, je pense pas. Enfin, il savait dans quelle mission il s'embarquait, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça soit aussi dur. Après, il y a tout un tas de raisons dont on a déjà parlé, le Covid, le départ de Fofana, Mediapro, etc. Donc c'est sûr qu'il y a des excuses à ça. Maintenant, est-ce que pour l'amour de Saint-Etienne, il resterait en Ligue 2 ? J'en suis pas sûr. Vraiment pas. C'est pas une critique contre Puel. Je comprendrais tout à fait la décision si jamais il décidait de partir. Mais voilà, je pense qu'il faut être conscient du fait que si jamais le club descendait en Ligue 2, les deux parties seraient d'accord pour se séparer. Le club parce que ça leur permettrait d'économiser un salaire important et Claude Puel parce que ça lui permettrait de relancer sa carrière. Ok, très bien, messieurs. On va faire un petit retour rapide sur nos pronos avec le site de Fabien Thor. Je ne sais pas si vous vous souvenez, fabienthor.fr, qui est donc c'est un enseignant-chercheur, maître de conférence à Lille 3, et il tient depuis quelques années maintenant un site sur lequel il fait des projections sur les résultats de Ligue 1, qui s'appuie sur pas mal de stats. Et c'est toujours intéressant de se pencher dessus lorsque la fin de saison approche et puis de voir que d'année en année, il est assez pertinent. J'ai fait un tour sur son site et du coup, il annonçait Saint-Etienne plutôt 16e, avec plus de chances de finir 15e que 17e et avec donc 11% de chances d'être barragiste ou relégué, avec 3% de chances de relégation directe et 8% de chances d'être barragiste. Et il paraît que 11%, et il paraît que si Puel fait jouer bout de bout titulaire, ça grimpe à 25% de chance. Je me souviens de ton tweet avant le match contre Monaco et j'avais beaucoup de compassion pour toi avant même le match. C'est catastrophique. Dès qu'il joue, je crois que je serais même prêt à ne pas regarder le match. C'est perdu d'avance, quoi. Bref, c'est pas possible. Et une dernière chose, Fabien Thor nous rappelle que le maintien est possible même sans marquer de points supplémentaires. 8 défaites. 8 défaites. Ouais, on n'espère pas quand même, parce qu'on a déjà fait la série 11 matchs sans victoire. C'est compliqué, là. Je pense que ça fait 1 an et demi, 2 ans que... Enfin, d'ailleurs, je crois qu'ils avaient sorti les stats de Puel en termes de victoire. C'était catastrophique, quoi.
il était à des pourcentages que même Ghislain Printemps n'avait pas, voire même Oscar Garcia, quoi. Donc, C'est vrai. Après, on n'a pas vu beaucoup de victoires avec Puel, hein, malheureusement. Oui, mais après, il les a eus sur une période plus longue que Garcia et Printemps. Oui, bien sûr. Puis bon, Oui. on va pas épiloguer, on a bien parlé déjà de la situation pour Puel, malheureusement. Ouais. On va rentrer dans le temps additionnel, si vous le voulez bien. Alors, je vais en profiter pour faire un rappel sur notre dernière académie. On en a déjà parlé, hein, celle de Monaco. Il y a aussi celle d'Angers. En parlant de hors-jeu, on a une petite promo à faire avec donc, le comité de vigilance médiatique qui paraît tous les mardis à 11h, qui est plein de bonnes choses et d'anecdotes sur l'actualité du foot partout dans le monde. Un petit rappel pour le podcast Boulet Rouge de l'Académie d'Arsenal. Et puis, donc, vous pouvez aller sur orge.net, il y a tout plein d'académies de vraiment bonne facture. N'hésitez pas. La Forêt Académie est toujours sur Facebook. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de l'épisode. Il y a aussi les liens de nos comptes Twitter respectifs. Et on va finir notre rubrique sur de nouveaux pronos, mais ce coup-ci pour le match contre Nîmes. C'est en hommage à l'émission Tapis Vert, pour ceux qui ont peut-être connu Escape Station. Gros Merdier, le taulier, tu peux nous donner ton pronostic contre Nîmes ? Oui, alors contre Nîmes, écoutez, je pense que ça va malheureusement se finir sur un match nul, 1-1. Voilà. J'aurais préféré une victoire, mais je le sens pas. Et toi, Robert ? Alors moi, je vais pronostiquer, pour une fois je vais être optimiste, je vais pronostiquer une victoire 1-0 avec une masterclass de Jesse Moulin. Voilà, on rappelle une victoire ou d'un match nul à Nîmes avec un match absolument un très bon match de Jesse Moulin. C'était le dernier de printemps. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui. On avait gagné 1-0. Voilà. Bon voilà, nouvelle victoire 1-0 au Costières. Allez. Et pour les Costières. Dis-nous toi, Roger. Ouais, le match de Nîmes contre Lille m'a un peu refroidi. Je pense que je vais dire un match nul aussi. Ouais, je dirais 1-1 aussi. Il copie celui qui est en tête, quoi. Enfin, je veux dire, on la connaît, la technique. Écoute, j'ai des modèles dans la vie. Et moi, j'avais un autre pronostic à demander à Gros Merdier. Savoir si c'était plutôt Roglic ou Pogacar qui allait gagner le Tour de France. Putain, je suis pas cycliste, moi. Arrêtez de me parler de vélo, s'il vous plaît. Avant, je croyais que vous étiez passionné de cyclisme, autant pour moi. Non. Je m'épile pas les jambes et je ne me drogue pas, donc je n'aime pas le vélo. Tu connais en pompe à vélo pourtant. J'en ai vu passer des belles pompes à vélo. Ouais. C'est la petite blague. Écoutez, merci messieurs, je pense qu'on a un peu explosé le compteur niveau temps et on se retrouve bientôt de toute façon pour un nouveau numéro du FAP. Merci à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent et on se quitte, c'est la tradition avec la chorale de la vie d'Yvette qui nous manque tant. Oui. Bonne soirée messieurs. Bonne soirée, merci Groger pour la présentation. Yes, bonne soirée, merci à toi et puis dans 2 semaines normalement. À dans 2 semaines.